Voilà, troisième partie, territoire Sénat avec l'actualité parlementaire et politique. Saveria avec les titres de cette actualité ce matin. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Christophe Castaner appelle au calme en vue de l'acte 4 de la mobilisation. Samedi, auditionné hier par les sénateurs, le ministre de l'Intérieur dit assumer ses responsabilités quant aux violences de la dernière manifestation parisienne. Il invite surtout les gilets jaunes raisonnables à ne pas se rassembler à Paris samedi prochain. Pendant ce temps, et ce malgré les annonces de l'exécutif hier, les gilets jaunes ne désarment pas. Emmanuel Macron lui cristallise les tensions autour de sa personne. Le président qui a été chahuté lors d'un déplacement au Puy-en-Velay hier soir. Les mesures annoncées hier par le gouvernement, le Parlement va en débattre aujourd'hui à l'Assemblée, demain au Sénat. Pour l'opposition, le compte n'y est pas. Il n'y a aucune mesure en dehors de la fiscalité écologique pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. Christophe Castaner appelle au calme en vue de l'acte 4 de la mobilisation samedi. Auditionné hier par les sénateurs, le ministre de l'Intérieur dit assumer ses responsabilités quant aux violences de la dernière manifestation. Il invite surtout les gilets jaunes raisonnables à ne pas se rassembler à Paris samedi prochain. Les explications de Marie Brémaud. Les images ont choqué. La situation a dégénéré à Paris samedi dernier. Mais pas question pour Christophe Castaner devant les sénateurs de se défiler. Je serai prêt à prendre ma part d'un procès en échec. Je refuse, comme ministre de l'Intérieur, de dire à mes troupes qu'elles ont été tenues en échec. Quand elles se sont battues, C'est de cela dont je parle. Un ministre de l'Intérieur qui se projette déjà dans l'acte 4 en demandant aux gilets jaunes modérés de prendre leurs responsabilités. Je voudrais profiter de ce moment d'audience pour, avec vous, porter un message essentiel qui est celui de l'appel au calme. Et j'invite les gilets jaunes raisonnables, ceux qui ne soutiennent pas l'action violente, à se désolidariser des extrêmes et à ne pas se rassembler à Paris samedi prochain. Un appel au calme alors que le cabinet du ministre se prépare déjà à des scènes de violence samedi prochain et envisage un autre dispositif avec des forces de l'ordre plus mobiles et plus nombreuses. Mais après les annonces du Premier ministre quelques heures auparavant, les sénateurs attendent aussi une réponse plus politique. C'est difficile de maintenir l'ordre dans les circonstances que vous avez vous-même décrites. Et le mieux, c'est d'apporter une réponse politique au mécontentement qui s'exprime afin qu'il soit mieux canalisé. Il faut, j'invite non pas les sénateurs, je ne me permettrai pas, mais les gilets jaunes, s'emparer de cette main tendue, c'est essentiel. Nous savons qu'on a un problème de représentation chez les gilets jaunes. Une main tendue qui pour l'heure n'a pas été saisie. Aucune rencontre n'a été annoncée entre le Premier ministre et les gilets jaunes. Voilà, et les mesures annoncées par Édouard Philippe et le gouvernement, on va en débattre aujourd'hui à l'Assemblée nationale, Saveria. Le Parlement va en débattre aujourd'hui à l'Assemblée nationale, demain au Sénat. Pour l'opposition, le compte n'y est pas. Il n'y a aucune mesure en dehors de la fiscalité écologique pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. Jérôme Rabier. Pas de surprise dans les réactions au Sénat après les annonces d'Édouard Philippe. Au groupe Les Républicains, on réclame une suppression totale des taxes prévues sur le carburant et on s'interroge sur la concertation qui débutera le 15 décembre. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un geste fort, puissant, clair et lisible. Il n'y en a qu'un seul qui existe, c'est celui qu'a voté le Sénat. C'est la suppression de cette taxe, impérativement. Il suffit désormais que l'Assemblée nationale, reprenant la loi de finances, la confirme et je pense que les choses là se calmeront immédiatement. Même son cloche chez les socialistes qui déplorent qu'aucune autre mesure en dehors de la fiscalité écologique n'ait été reprise par le Premier ministre pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. Je pense qu'encore une fois, le gouvernement est loin du compte par rapport à ce qu'attendent les Français globalement. Les gilets jaunes qui sont dans la rue, mais tous ceux qui les soutiennent, 80% des Français qui disent « mais nous voulons notre part de richesse, nous voulons notre part de croissance ». En revanche, sur les bancs du groupe La République En Marche, on salue une réponse adaptée à l'urgence, tout en voulant préparer la suite en ouvrant la discussion sur la fiscalité. Je pense qu'on est dans une politique de la main tendue avec des réponses très claires qui ont été apportées aujourd'hui par le Premier ministre sur des demandes là aussi très claires qui ont été portées par les Gilets jaunes et que maintenant il importe d'aller plus loin pour avancer vers un processus qui moi me paraît tout à fait nécessaire de pacification et de concertation, de discussion et d'échange.
Les sénateurs de tous bords auront l'occasion de développer leurs arguments jeudi dans l'hémicycle face au gouvernement pour un débat sur la fiscalité écologique qui donnera le tempo des futurs rapports de force sur le sujet. Voilà, et alors que les Gilets jaunes préparent l'acte 4 de la mobilisation samedi, les colères s'agrègent après les lycéens et les ambulanciers. Ce sont les étudiants et les routiers qui s'apprêtent à rejoindre le mouvement. La semaine prochaine, ce seront les agriculteurs qui vont se mobiliser. Alors, est-ce qu'on se dirige vers une convergence des luttes? Regardez ce reportage de Samia Dechir. À Toulouse, en Seine-Saint-Denis ou dans le Val d'Oise, plusieurs dizaines d'établissements ont été bloqués. Depuis lundi, les lycéens sont mobilisés. Seuls quelques-uns portent des gilets jaunes. La plupart ne l'ont pas endossé. Ils se disent solidaires du mouvement, mais leurs revendications sont tout autres. Ils privilégient en gros les riches et ceux qui sont en banlieue. Ils ne peuvent pas avoir accès à des écoles, dans le supérieur, des bonnes écoles en fait. On est en banlieue ici et qu'on n'a pas forcément les mêmes accès aux universités que ceux qui sont plus de Paris, qui sont dans des familles plus aisées. Après les lycées, plusieurs facultés devraient également être bloquées cette semaine. Le mouvement des Gilets jaunes a déclenché une dynamique de mobilisation générale dont les revendications vont bien au-delà du prix des carburants. Lundi, les ambulanciers bloquaient la place de la Concorde pour protester contre la réforme du transport sanitaire. La semaine prochaine, c'est pour réclamer un revenu décent que les agriculteurs sont appelés à manifester. Seuls les professionnels du BTP ont protesté contre l'augmentation du prix du gazole non routier. Mais sur cette hausse et sur l'ensemble de la fiscalité des carburants, Édouard Philippe a annoncé un moratoire. De quoi calmer la colère des gilets orange du BTP, mais pas celle de l'ensemble des secteurs mobilisés. Des luttes aux revendications très variées qui s'ouvrent sur tous les fronts sans vraiment converger pour l'instant. Voilà, territoire Sénat, donc l'actualité parlementaire et politique avec maintenant le face-à-face dans un instant. Bonjour Marc-Philippe Daubresse, vous êtes sénateur Les Républicains du Nord, ancien ministre. Merci d'être présent sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Marc-Philippe Daubresse. Vous avez été plusieurs fois ministre, vous êtes un très bon observateur de la vie politique. Est-ce que nous sommes entrés en France dans un climat insurrectionnel ? Oui, je pense qu'on peut le dire comme ça. On est rentré dans un climat de guérilla urbaine. De guérilla urbaine ? Oui, et qui n'est pas terminé parce que, vous savez, j'ai été ministre de la Ville, vous l'avez dit. Moi, mes réseaux me disent que ça commence à chauffer fort dans les banlieues. Et vous venez de le montrer, ça chauffe aussi dans les lycées. Donc, on est dans une phase où le gouvernement, par cécité, parce que le président de la République n'a pas entendu, n'a pas vu, n'a pas senti ce qui se passait dans le pays, a finalement fait bouillir une marmite qui est en train d'exploser. Et le couvercle qu'on met dessus n'est pas suffisant pour qu'elle n'explose pas. Donc il va falloir aller plus loin. Jusqu'où ça peut aller, ce climat insurrectionnel ? Vous craignez l'agrégation justement des mécontentements ? Il faut faire très attention parce que il y a à la fois il y a deux types de gilets jaunes. Et moi je suis allé comme beaucoup de parlementaires au contact. Moi, dans ma région de ma ville de Lambersart, tout autour, c'est assez calme. C'est-à-dire, on a des retraités, on a la classe moyenne qui manifeste pour dire que c'est plus possible, qu'au niveau du pouvoir d'achat, comme vous le dites tous les jours, ils n'arrivent pas à finir le mois. Bon, et c'est relativement raisonnable. Tandis que vous allez un peu plus dans le sud, dans le bassin de la Sambre, chez moi, du côté de Fourmies ou du côté de Valenciennes, vous avez des ouvriers qui sont plus qu'en colère et qui sont pas loin d'être violents. Donc, c'est ce qu'on a vu pour partie à Paris. C'est-à-dire qu'évidemment, ce sont des black blocs, des casseurs professionnels qui ont pris tout ça en main, mais ils ont réussi à s'esquiver et à mobiliser une partie des Gilets jaunes. Donc, tout ça est très, très explosif. Hier, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, était auditionné au Sénat. Vous étiez d'ailleurs présent, vous, oui, à cette audition. Lors de cette audition, il a déclaré, c'est voulu rassurant, il a dit à ce stade, rien ne nous permet d'être inquiets en vue de la manifestation de samedi. Il y a une cécité. Écoutez, la semaine dernière, il disait à peu près la même chose et on a vu ce qu'on a vu. Il ne peut pas dire autre chose, hein. Il est ministre de l'Intérieur, il faut qu'il soit rassurant. Mais le gouvernement est responsable et coupable de tout ce qui est en train de se faire. Parce que là aussi, au niveau de l'ordre public, qui est essentiel,
Et là, on est à un moment où une partie de nos compatriotes qui soutiennent les Gilets jaunes ne veulent pas non plus qu'on remette en cause l'ordre public, qu'on touche à l'Arc de Triomphe et aux soldats inconnus qui sont des symboles majeurs pour énormément de Français, et c'est rassurant d'ailleurs. Et donc, il a fait une fan zone, comme il dit lui-même. Il a géré ça comme une fan zone de football et il s'est complètement planté sur la stratégie, disons les choses, au niveau du maintien de l'ordre public. Il y a eu des défaillances avérées lors du maintien de l'ordre samedi dernier. Oui, je pense que au niveau des effectifs, ils ont fait ce qu'il fallait. Mais au niveau de la tactique et de la stratégie, de la doctrine, comme dit M. Castaner, d'ailleurs les syndicats de police vous le disent eux-mêmes, qu'ils ne comprennent plus les ordres qui leur sont donnés. Est-ce que la responsabilité personnelle de Christophe Castaner aujourd'hui est engagée ? Écoutez, moi je ne suis pas du genre à dire faut qu'un tel ou tel démissionne. Je dis simplement qu'il est grand temps qu'ils fassent leur examen de conscience, les uns et les autres, et que notamment pour samedi prochain, il va évidemment falloir changer de doctrine, pour reprendre le terme de M. Castaner. Est-ce que Christophe Castaner et le reste du gouvernement sont à la hauteur des événements actuellement ? Je ne pense pas. Et je pense qu'ils ne sont pas à la hauteur, parce que pour la plupart, ils n'ont jamais exercé de responsabilité ministérielle, y compris le Premier ministre, qui est pourtant quelqu'un pour qui j'ai de l'estime, qui est quelqu'un de sensé. Mais vous savez, moi j'ai été 2 fois au gouvernement, l'expérience du gouvernement, ça vous change un homme. C'est-à-dire que vous êtes obligé de voir les choses différemment, avec suffisamment de vision et de recul, mais aussi avec l'oreille en permanence sur le cœur du peuple, comme disait mon bon ami Pierre Méhaignerie. Hier, le gouvernement a annoncé un moratoire sur la hausse des taxes sur le carburant ainsi que d'autres mesures. Visiblement, ce matin, ce n'est pas suffisant pour calmer la colère des Français, la colère des Gilets jaunes. Quelle autre mesure pourrait apaiser le climat ? On parle d'un geste envers les bas salaires, on parle de hausse du SMIC, on parle d'un rétablissement de l'ISF. Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement tout à l'heure, a même dit qu'une évaluation de l'impôt sur la fortune va être menée et qu'il pourrait partiellement être rétabli si l'évaluation n'est pas conclusive. Oui. Quelle autre mesure pourrait être Ils vont dans tous les sens. Place ? Vous voyez, ça sent l'arbitrage interministériel, tout le monde autour de la table, autour du Premier ministre, pour faire le concours Lépine des mesures. C'est pas comme ça qu'il faut faire. D'abord, il fallait annoncer l'annulation de la hausse des taxes. C'est pas la suspension qu'ils vont devoir transformer en annulation de toute manière. C'est pas compliqué. Le Sénat a voté l'annulation de ces taxes. Ça revient à l'Assemblée comme telle. Il suffit de voter conforme avec ce que le Sénat a fait et c'est réglé de ce point de vue-là. Ensuite, il faut faire une sorte de Grenelle de la fiscalité. Et pas une grand-messe. C'est pas pareil. Borloo a fait un Grenelle de l'environnement et il a sorti d'ailleurs le socle de mesures qui permet la transition, d'aller vers la transition écologique. Borloo a fait un plan de cohésion sociale, il a sorti le socle de mesures qui a permis de sortir les problèmes. Nicolas Sarkozy a permis de sortir de la crise des banlieues. Mais tout ça, ce sont des choses qui vont prendre du temps. Là, il faut du concret, de l'immédiat. Du concret, c'est pas compliqué. Il faut un Grenelle de la fiscalité. Quelles sont les personnes et les catégories de personnes touchées ? Les retraités. Les retraités avec tous les problèmes liés à la non-indexation des retraites, à la CSG, là-dessus, il faut revenir dessus aussi. C'est ce que demande Franck Riester, le ministre de la Culture actuellement. Tout ça, c'est pour boucher les trous du budget de l'État. Et tout ça, ça vient du péché originel qui s'appelle la taxe d'habitation, qui n'a eu aucun effet sur le public, mais qu'il a bien fallu financer parce qu'au bout du bout, on s'aperçoit que ça coûtera au final 20 milliards. C'est ce que vous feriez, vous, si vous étiez aux responsabilités aujourd'hui ? Moi, je pense qu'il faut faire un Grenelle de la fiscalité, qu'il faut écouter beaucoup de monde et remettre les syndicats et les corps intermédiaires dans la discussion et qu'il faut à la fois toucher les retraités, à la fois s'occuper des personnes qui travaillent et du pouvoir d'achat des ménages et en même temps donner des perspectives. Et pour faire tout ça, il faut de l'argent. Et donc, il faut aussi un vrai plan de baisse de la dépense publique qui, à ce jour, n'a pas été fait par le gouvernement. Il fait tout supporter par les collectivités locales. Marc-Philippe Daubresse, j'aimerais vous entendre également sur le président, sur la personnalité d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui cristallise aujourd'hui, on l'a encore vu hier soir au Puy-en-Velay, la colère autour de lui. Il y a une vraie rupture personnelle entre le chef de l'État et les Français aujourd'hui. Je le pense, parce que vous savez, nous les parlementaires de toute obédience d'ailleurs, on reçoit des mails qui demandent la destitution du président. Moi, j'ai été député 25 ans, je suis ici au Sénat, je n'ai jamais vu ça. Est-ce que c'est quelque chose qu'ont connu même du temps d'Hollande. Tous les chefs d'État avant lui
Que ce soit François Hollande, que ce soit Nicolas Sarkozy. Même du temps de François Hollande, qui a eu des codes de popularité où bientôt il allait trouver du pétrole, je veux dire, on n'a jamais eu ça. Sarkozy n'a pas été toujours hyper populaire, même si il était dynamique. On n'a jamais eu ça. Comment expliquez-vous que le président cristallise à ce point la colère ? Les attitudes un peu arrogantes et méprisantes, et le fait qu'il écoute, monsieur Macron, mais il n'entend pas. Quand vous allez au contact avec lui, moi j'ai débattu avec lui à Lille sur la politique du logement, il vous écoute et il reprend son argumentation qui démontre qu'il n'a pas entendu ce que vous avez essayé de lui dire. Et donc ce côté, je continue, je garde le cap, quoi qu'il arrive, j'ai force 8, j'ai un avis de grand frère, mais j'y vais avec mon bateau tranquillement dans le tsunami. Non, je pense que c'est ça que les gens lui reprochent, un peu plus d'humilité. Le fait que son Premier ministre soit entraîné dans la tourmente avec lui, alors que lui avait un peu plus cette humilité, est significatif du fait que les gens n'en peuvent plus. Très rapidement, il faut absolument qu'il prenne la parole avant samedi, Emmanuel Macron. Écoutez, le silence prolongé du président de la République, ça ressemble un peu à « je suis aux abris ». Et je mets mes fusibles en tête, c'est-à-dire le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. C'est pas top. Dans une circonstance de ce type où le pays a peur, parce que le pays a peur, évidemment que le président de la République doit s'exprimer. Très bien. Merci. Marc-Philippe Daubresse, sénateur du Nord. Une citadelle pas imprenable, vous avez dit la mairie de Lille. Vous confirmez ? Non, parce que toutes les cartes sont rebattues. Nous avons autant de chance. Vous pourriez être candidat, donc ? Tout est possible. Nous avons autant de chance, si c'est utile, oui. Nous avons autant de chance de prendre Lille que nous en avions de prendre Roubaix. La fois dernière, tout le monde nous disait qu'on ne pouvait pas et on l'a pris quand même. Et tout est rebattu. Si vous avez des quadrangulaires au deuxième tour, ce qui est probable, tout est possible. Merci Marc-Philippe Daubresse, sénateur Les Républicains du Nord, ancien ministre. Pour ce face-à-face, on passe tout de suite à l'agenda, ce qui se passe au Sénat. À tout de suite. Merci. Voilà, Marc-Philippe Daubresse quitte ce plateau. On passe à l'agenda. Ce qui se passe au Sénat, Saveria, aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il faudra suivre à 10h45 l'audition d'Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Lionel Jospin, est auditionné par la Commission des Affaires étrangères. L'Europe face au chaos géopolitique et l'architecture de sécurité. À 11h, une autre audition importante, intéressante à suivre, celle de Martin Hirsch, l'ancien haut-commissaire aux solidarités actives du gouvernement de François Fillon. Une audition sur la future loi santé et l'organisation de la protection sociale. Et puis, il faudra suivre également, bien sûr, au Sénat, la reprise de l'examen du projet de loi de finances 2019, aujourd'hui avec des crédits importants en séance, l'émission collectivité territoriale et enseignement scolaire. Voilà, on va passer tout de suite à l'œil 2 dans un instant. L'œil 2. Dan Levade, constitutionnaliste, bonjour, merci d'être présent sur ce plateau pour nous donner vos éclairages. Bonjour Anne Levade, merci d'être là. Hier, Édouard Philippe, l'exécutif, a annoncé un moratoire sur la hausse des taxes sur le carburant. Le Sénat, lui, avait voté il y a 10 jours la suppression complète de cette hausse des taxes sur le carburant. Est-ce que tout d'abord, l'Assemblée nationale peut voter telle quelle cette suppression ? Alors, il va y avoir un choix à faire, à la fois par le gouvernement et par l'Assemblée nationale. En réalité, il y a deux solutions. J'écoutais ce matin sur votre antenne Marc Fesneau, l'une des possibilités serait effectivement de voter le projet de loi de finances tel quel, donc avec la suppression intégrée, puis ensuite, dans le projet de loi de finances rectificative qui surviendra au printemps, de rajouter quelque chose au terme des négociations si un accord est trouvé. L'autre possibilité, puisque là on est sur une suppression pure et simple au terme de la discussion au Sénat, ce serait effectivement d'introduire l'idée du moratoire dans le projet de loi de finances. Mais tout ça va relever de l'arbitrage politique. Je pense aussi que la manière dont les annonces vont être reçues, pour l'instant on est encore très à chaud dans les prochains jours, et la manière dont la discussion va s'engager au sein de l'exécutif et avec les parlementaires En Marche peut être déterminant sur ce choix. Le président du Sénat, Gérard Larcher, juge que l'une des racines de la crise, c'est que l'exécutif s'est coupé des corps intermédiaires et que c'est pour ça qu'il est aujourd'hui seul face à la rue. C'est un diagnostic qui est juste ? Alors, on assiste à une situation qui est très particulière parce que ce que les Gilets jaunes mettent en cause, manifestement, c'est la légitimité des institutions et donc, en fait, le principe de représentation. Et le fait est que le fait qu'il n'y ait pas de
caisse de résonance, de soupape de sécurité entre les citoyens et les institutions est un élément qui contribue, d'ailleurs on le voit, à ce que par exemple les Gilets jaunes refusent d'avoir des porte-paroles. Ce qui est très inédit. J'entendais Marc-Philippe Daubresse qui appelait à un Grenelle. Mais un Grenelle suppose qu'il y ait un dialogue, et pour qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle au nom des autres. Et pour l'instant, les Gilets jaunes semblent ne pas en vouloir. Mais justement, quel est le rôle du Parlement? Quel rôle le Sénat peut jouer dans la sortie de crise aujourd'hui? Alors, je crois que le Parlement, de manière générale, doit, et normalement l'institution idoine, pour essayer de rétablir le sens de la représentation. C'est-à-dire sans doute repartir en circonscription, engager le dialogue avec les Gilets jaunes, comme avec d'ailleurs l'ensemble des citoyens, parce qu'il y a ceux qui, a priori, soutiennent sans être sur les ronds-points ou sans avoir revêtu le gilet jaune. Et le Sénat, à mon avis, a un rôle particulier, parce que ce qui est très frappant derrière le refus d'avoir des porte-paroles pour ce qui est des Gilets jaunes, c'est qu'en même temps, certains appellent à la mise en place d'une assemblée citoyenne et ils évoquent l'opportunité de désigner, par exemple, un représentant par département. Ce qui semble montrer que le niveau local pourrait être un niveau de résolution de crise. Alors, un pouvoir qui recule, hein, on en a parlé, ça s'est vu à plusieurs reprises, à maintes reprises dans la Ve République. Néanmoins, est-ce que ça obère nécessairement jusqu'à la fin du quinquennat ? Alors, c'est très difficile de faire un pronostic parce que il y a la question d'abord du contexte politique et puis il y a la question du moment où survient ce qu'on peut appeler la reculade ou en tout cas le moment de temporisation. La situation dans laquelle on est, j'entends les observateurs souvent faire le parallèle, par exemple, avec le tournant de la rigueur pour François Mitterrand ou certaines mutation de la politique générale du gouvernement. Alors le CPE, c'était un peu différent parce que le CPE, on était à un moment différent du quinquennat. On était à 2 ans, du quinquennat. On était à 2 ans de la fin du quinquennat à ce moment-là, qui plus est dans un contexte qui était déjà très fragilisé, puisque on était dans le contexte du référendum européen, etc. Là, c'est un tournant, d'autant qu'Emmanuel Macron avait mordicus expliqué qu'il ne calerait pas. Je pense que c'est ce qui explique le choix du moratoire, qui d'ailleurs ne donne pas satisfaction aux Gilets jaunes. Ce qui est sûr, c'est que ça complique la donne. Le sentiment qu'il recule devant la rue pose une difficulté dans la perspective, par exemple, d'une réforme des retraites ou d'autres réformes où finalement il suffirait de descendre dans la rue pour que les mécontentements fassent reculer le gouvernement. Mais seul l'avenir le dira. Très bien. Merci. Anne Levade pour cet éclairage. Merci Anne Levade. Je rappelle aussi ce que vous écrivez dans l'Express régulièrement. Merci d'être sur ce plateau. On passe tout de suite à la revue de presse dans un instant. Voilà, revue de presse, les colères s'agrègent et à la une du Figaro, c'est la situation tendue en France ce matin, Savaria. L'exécutif joue l'apaisement, les Gilets jaunes persistent, ils prépare l'acte 4 de la mobilisation samedi prochain. En attendant, les colères s'agrègent. Après les lycéens, les ambulanciers, ce sont les étudiants et les routiers qui s'apprêtent à rejoindre le mouvement. La semaine prochaine, ce seront les agriculteurs qui vont se mobiliser. Pendant ce temps, le conflit pèse lourdement sur l'économie. Le blocage de centres commerciaux et les difficultés de circulation dans le pays ont plombé l'économie. Les commerçants s'inquiètent à la veille des ventes de Noël. Pour le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, l'impact sur l'économie sera sévère. Voilà, Édouard Philippe est à la une de Midi Libre ce matin. Édouard Philippe en première ligne dans un conflit qui ne s'apaise pas et qui au contraire s'étend. 3 mesures, 0 effet. Les reculs du Premier ministre ne désamorcent pas le mouvement des Gilets jaunes. Et voilà, les jeunes déboulent dans l'action. C'est à la une de la Marseillaise ce matin. Les jeunes Marseillais rejoignent le mouvement. Après les lycéens, depuis lundi, les étudiants réfléchissent à leur tour à se joindre à la contestation. Les revendications des lycéens sont multiples. Abandon des réformes du lycée, du bac, de la voie professionnelle, mais aussi du service national universel, tout comme les moyens de mobilisation, blocus, barrages filtrants ou encore rassemblement. Voilà, les fans s'en rappellent. Cela fait 1 an que John Hallyday est mort. Il a disparu. Il est à la une de Paris-Normandie ce matin. Il y a un an, jour pour jour, l'idole des jeunes, l'idole de tout un pays disparaissait. Plutôt que de se focaliser sur les querelles d'héritage qui déchirent la famille, Paris-Normandie a choisi d'interroger les fans. 1 an après, quelle est leur vie sans Johnny? Puis par ailleurs, on apprend aujourd'hui que les obsèques du chanteur à l'église de la Madeleine, il y a 1 an, ont bien évidemment coûté un certain prix. Une facture que Laetitia Hallyday, la veuve du chanteur, n'a jamais réglée. Et elle a d'ailleurs fait envoyer cette facture à l'Élysée qui se refuse aujourd'hui à régler
cette facture. Voilà. Merci beaucoup, ça va. On retrouve demain pour l'actualité parlementaire et politique. Demain d'ailleurs, c'est Alexis Corbière, porte-parole de la France Insoumise, qui sera notre invité politique à 8h. Dans un instant, c'est la météo des territoires, le temps qu'il fait en France. Vous verrez, c'est partagé. Il fait noir, gris au nord, beau au sud. Et ensuite, c'est le Zap Matin de Christophe Combarieux qui reprend ce qui s'est passé dans les autres matinales d'info également ce matin. Au revoir à tous, merci, à demain. Au revoir. À demain, très bonne journée. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Aucune taxe ne mérite de mettre en danger l'unité de la nation. Je suspends, pour une durée de 6 mois, ces mesures fiscales. Le compte n'y est pas parce qu'on est sur quelque chose de provisoire, de temporaire, qui est juste là pour essayer d'apaiser les tensions. Moi j'appelle les Gilets jaunes vraiment à mesurer l'acte fort posé par le gouvernement. Ça a été dit avec des mots là aussi importants. La ficelle est un peu grosse. On a bien compris que ce moratoire, c'est-à-dire ces 3 à 6 mois de gel des taxes, amèneront le gouvernement, qui a indiqué qu'il ne voulait pas changer de cap, à revenir avec les mêmes taxes et les mêmes hausses. Toutes ces questions-là, nous voulons les poser. Nous voulons les poser dans le calme. Et il y a beaucoup d'endroits où on peut discuter dans le calme, et je suis sûr que cet hémicycle peut constituer un de ces endroits. Je l'espère d'ailleurs, parce que sinon c'est très inquiétant pour notre démocratie. Honnêtement, le gouvernement a fait un geste, une miette à tempérament, qui va s'arrêter dans 6 mois après les élections. On ne peut pas se contenter d'un moratoire. Aujourd'hui, les Français attendent des décisions définitives. Oui, temporairement, nous marquons une pause sur la question de la fiscalité écologique, car en effet, c'était devenu un symbole nécessaire pour ramener une forme de paix sociale. Si les impôts baissent, il faudra que les dépenses baissent, car nous ne voulons pas léguer des dettes à nos enfants. Ces dettes sont déjà considérables. Je ne suis pas certain que le gouvernement n'ait pas, pour partie, déjà tiré les conclusions de la concertation qu'il ouvre. Puisqu'il nous dit, réponse classique de la droite, eh bien ce sera moins d'impôts pour moins de services. En juillet, on recommence à les augmenter ? C'est assez peu probable. C'est assez peu probable que ça se passe comme ça. La volonté du président de la République et du Premier ministre, c'est de rassurer, c'est de dire « je vous ai entendu, j'ai entendu ce mouvement ». On nous dit « ça vient trop tard ». Mais bien sûr que ça vient trop tard. Si c'était venu avant, il n'y aurait pas eu de mouvement. Le gouvernement vient dire « nous avons raison ». C'est nous qui avons raison. Alors vous êtes agacés. Bon, allez. On fait une pause, on reprendra ça dans 6 mois. Il veut se donner une respiration pour que le mouvement baisse et qu'il puisse réentortiller tout le monde. Donc moi, j'espère que le mouvement continue. J'invite les Gilets jaunes raisonnables, ceux qui ne soutiennent pas l'action volante, à se désolidariser des extrêmes et à ne pas se rassembler à Paris samedi prochain. Les Français ne veulent pas de cette taxe. La repousser de 6 mois, ça n'a pas de sens. Il faut juste l'annuler. Et je souhaite, je le redis solennellement, que le président de la République s'exprime lui-même avant samedi.